Bonsoir Gérard, donc merci d'avoir accepté de contribuer aux travaux d'Espace Marx et de nous faire partager tes travaux universitaires, puisque les éléments que tu vas nous présenter ce soir sont des éléments que tu as élaborés pour une thèse, je crois. Eh bien, tu vas Oui, nous dire un petit peu comment tu as préparé tout ça et nous faire partager un petit peu tes travaux, quoi. Ben, écoute, à toi Gérard, si tu as envie de te présenter, tu n'hésites pas. Et ensuite, tu as toute place pour ta conférence. donc je me présente, donc Gérard Thomas, je suis un professionnel qui a terminé sa carrière par une thèse en urbanisme et aménagement de l'espace. Donc ce sont des travaux de recherche qui se sont appuyés sur l'acquis de l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ma thèse en confrontant, en mettant en relation des terrains où j'avais travaillé depuis les années 80 jusqu'au terrain actuel, jusqu'en 2021, sur la ville de Florac, sur la métropole. Et auparavant, c'était un DDE de la Gironde, avec un terrain où je suis allé faire des recherches en Corrèze sur la communauté d'agglomération de Brive. Voilà. Donc, alors, il faut que je partage l'écran, ça serait bien. Nous y voici. Donc, ma présentation s'organise en 5 points, à savoir présenter le contexte et la problématique de ma recherche, qui porte sur cette cohabitation agri-urbaine, surtout avec la diffusion de l'urbain dans les espaces agricoles, qui interroge les modèles agricoles, mais aussi les modèles urbains, avec leur organisation. Et ma recherche portait sur identifier l'agriculture comme levier pour la ville durable. Et je terminerai par 2 exemples, la microferme de Florac, donc exemple d'agriculture urbaine dans le cadre de la politique métropolitaine et plus particulièrement de la ville de Florac, et puis la projection sur le cas concret des incendies qu'on a vécu cet été, que j'avais traité dans le cadre de ma thèse sur la commune de Salles en Gironde, et qui interroge sur quel aménagement de l'espace et comment gérer cette interface urbain et forêt. Donc ma problématique portait sur le fait que l'artificialisation des sols, depuis les années 60, ne ralentit pas. C'est entre 60 et 80 000 hectares d'espaces agricoles qui disparaissent chaque année, et ce sans discontinuer depuis les années 60. On constate un léger fléchissement au recensement agricole de 2020, mais qui n'est pas encore vraiment concluant. Alors, sur 60 à 80 000, il y en a une part qui part en friche, mais l'essentiel, c'est de l'artificialisation, soit par l'urbain, soit par les infrastructures. Donc on voit bien que le renforcement normatif a une efficacité limitée, et que le problème à gérer, c'est bien le maintien de l'agriculture au contact des espaces en tension, c'est-à-dire au contact de l'urbain. Par exemple, quand on regarde la commune du Sac qui touche Brive, là, on voit bien cette imbrication entre les zones urbaines et les zones agricoles A, et quand on regarde la photo aérienne, on voit bien qu'il est compliqué d'organiser, de maintenir de l'agriculture au contact de l'urbain, surtout que l'urbain, ce sont des habitants qui ne sont pas originaires de villages agricoles, ils arrivent de la ville. Et en l'occurrence là, ils arrivent de Brive pour la plupart. Et on a le même phénomène en périphérie de Bordeaux. Donc mon hypothèse de recherche, c'était de voir la nécessité de construire un cadre de pensée agri-urbain de l'action qui prenne en compte l'ensemble des interactions entre l'agriculture, la ville et la nature, et qui définissent des connaissances et des méthodes qui permettent l'intégration de ce que l'on nommera ici l'agri-urbanisme dans l'action publique. Donc mon hypothèse s'est construite à partir de l'intuition du professionnel, avec pour objectif d'investiguer les pistes de réponse par l'action publique locale et d'analyser les ressources et les limites de la notion d'agri-urbanisme qui avait été posée début des années 2000 par Roland Vidal et André Fleury. Cette notion a participé au renouvellement des connaissances en matière d'urbanisme,
tant du point de vue scientifique qu'opérationnel. Donc ma recherche s'est construite à partir de deux postulats. En urbanisme, il est nécessaire et possible d'agir conjointement sur la ville et sur la société. Ça, ce sont les travaux de François Hacher. Et cela passe par la construction de compromis. Alors je dis bien compromis et non consensus, parce que le compromis permet de préserver chaque acteur au niveau de ses positions et que chacun puisse continuer à cheminer. Et donc les acteurs impliqués dans les problèmes publics à gérer sont mobilisés dans la recherche de solutions et dans la confrontation, on les mobilise en confrontant leurs points de vue. Et ceci dans un but de dépasser les approches sectorielles et de réaliser, bien évidemment, ce que nous assigne la loi, les objectifs de développement durable. On y reviendra tout à l'heure sur ce que j'entends par développement durable. C'est pas le développement durable consensuel de la charte de Rio. Pour l'agriculture, il en est de même. Il est nécessaire d'agir sur les fonctionnalités des écosystèmes de production. Ça, ce sont les travaux de Michel Griffon, qui parle d'agriculture biologique intensive. C'est comment, de manière naturelle, renforcer l'écosystème pour en améliorer la productivité. Et sur la société, et ceci par les politiques publiques alimentaires. Ça, c'est les travaux de Caroline Grand. Donc, j'ai construit un équationnement de recherche sur la gouvernance, questionner la gouvernance de la relation de l'agriculture avec la ville, de l'impact, des impacts des différentes formes d'agriculture sur l'aménagement de l'espace, la gestion de la production de la ville en croisant les différentes modalités de l'agriculture dans sa relation, ou dans leur relation plutôt, avec la ville. Donc, j'ai posé un premier point, comprendre l'agriculture, donc comment elle est organisée dans l'espace, selon ses différentes modalités, et comment, quelles sont les stratégies, des différents acteurs agricoles. De même, côté urbanisme, j'ai analysé les processus qui étaient à l'œuvre sur les territoires, les contraintes et les leviers pour l'action publique, et puis les pistes pour accroître l'efficacité de l'action publique, et ceci, avec ce regard, comment les compromis peuvent se construire, ou pourquoi ils ne se construisent pas, en examinant les limites et les leviers à la controverse socio-technique, qui, elle, est indispensable justement pour construire ces compromis c'est la théorie de la traduction de Michel Calon, pour que les acteurs arrivent à parler un langage intelligible par tous et construire ensemble, ce qui n'est pas le cas en particulier entre le monde agricole et le monde urbain qui ne se comprennent pas. Si on peut faire court par rapport à la relation de l'agriculture et de l'urbanisme, avant de parler de mes résultats, en fait, c'est deux mondes qui se sont complètement ignorés. Et j'ai analysé donc l'évolution de l'agriculture depuis les années 50 avec les différentes lois d'orientation agricole et la modernisation qui a complètement déstructuré le monde agricole, avec le nombre d'exploitations qu'on a perdu et puis une sectorisation renforcée. On a toujours d'ailleurs le ministère des Agriculteurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. On n'est pas dans une approche transversale. Et l'urbanisme qui a toujours envoyé l'agriculture hors la ville. Donc on voit bien maintenant que l'imbrication oblige à travailler sur la relation agri-urbaine dans ces espaces. Sinon, c'est toujours l'agriculture qui s'efface. Ce que je vais vous montrer dans l'analyse des données que j'ai eues sur Brive, où on s'aperçoit que quand les instruments d'urbanisme sont appropriés par les collectivités avec une approche agricole conjointe, comme vous pouvez le voir sur cette cartographie des communes enquêtées, on voit bien que quand on intègre l'agriculture, les surfaces agricoles ne régressent pas, voire elles progressent. En revanche, quand on est dans un urbanisme expansionniste sans se préoccuper de l'agriculture, comme c'était le cas sur Brive, Connac, l'Arche, vous le voyez, des communes enfoncées, là, on a de fortes pertes de surface agricole. De la même manière, quand on regarde ce qui se passe au niveau des déclarations à la PAC,
ben on s'aperçoit que les agriculteurs, au contact de l'urbain ou dans les communes qui ne prennent pas en compte l'agriculture, eh bien, ils déclarent moins leur surface à la PAC. Et quand on regarde de plus près, par exemple là sur la commune de Saint-Elias, on s'aperçoit que les parcelles qui ne sont pas déclarées à la PAC ben, sont au contact de l'urbain. C'est toutes les parties blanches, hein, et donc qui sont au contact de l'urbain qui est en orangé. Et quand on regarde le phénomène non déclaratif, bien on s'aperçoit que proportionnellement, il est beaucoup plus important auprès du centre urbain de Brive ou d'Obja, plus haut, que dans les autres communes. On voit le même phénomène, un travail de données que j'ai réalisé grâce au concours de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt qui m'a apporté une superbe contribution, parce que c'était un nouvel outil qui mettait en place pour suivre ce qui se passe sur les espaces. Et on voit bien là qu'au contact de l'urbain, de la même manière, on ne déclare pas les parcelles à la PAC. Alors, pour votre information, une parcelle que l'on déclare à la PAC, elle est engagée pour 5 ans. Donc ça veut dire que l'agriculteur, s'il déclare la parcelle à la PAC, eh bien, elle ne peut pas basculer à bâtir dans les 5 ans. C'est ce qui doit être une des explications de la non-déclaration à la PAC. Après, il y a des agriculteurs qui ont des... On peut dire qu'on est un peu dans une agriculture informelle, puisqu'on n'a pas de beaux ruraux sur ces parcelles-là dans la plupart des cas. Et on le voit bien là, dans l'anticipation d'une future zone d'activité qui était au schéma directeur intercommunal, eh bien, les parcelles ne sont plus déclarées à la PAC. Alors quand on regarde la problématique en Corrèze, alors je sais pas, vous avez dû entendre parler de l'émission Envoyé spécial Peut-on encore manger des pommes qui avait dû être réalisée en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Élise Lucet était allée donc à Lassac où il y avait un conflit qui devenait très aigu entre les associations de riverains et les producteurs de pommes. Et quand vous regardez les photos aériennes entre 1994 et 2017, ben on voit qu'en 1994, il n'y a pas de construction, et puis qu'en 2017, ben les constructions sont venues au milieu des vergers. Et quand on regarde cette cartographie qui a recensé toutes les constructions en les datant et avec les documents d'urbanisme, ben on voit bien qu'après 1985, les constructions sont arrivées au contact des vergers. Ça a commencé un peu avant, mais c'est surtout à partir des années 80. Et donc, bien évidemment, ça ne peut être que des zones de conflit. Alors, ce qui est intéressant, le conflit de la pomiculture, c'est que c'est monté crescendo. Les agriculteurs, enfin les producteurs de pommes disaient ah, mais nous on ne veut pas entendre parler des riverains, ils ne connaissent rien à l'agriculture, et puis les riverains disaient ah, mais les agriculteurs ils nous empoisonnent, ça commence à bien faire, nous on se mobilise. Donc ils ont utilisé leur droit de parole par les médias pour faire monter la pression et pour enfin être entendus. Et donc le préfet a organisé la controverse socio-technique que j'évoquais tout à l'heure en mobilisant de l'expertise au service des agriculteurs et des associations pour arriver à ce que chacun écoute l'autre surtout, et que les deux parties parlent d'un langage intelligible pour tous. Et donc on a fait cet apprentissage dans un processus que l'on peut appeler agri-urbain, de problématisation, objectivation, controverse socio-technique, pour aboutir à un compromis qui s'est traduit par une charte et avec des modalités de suivi. Et ce que j'ai constaté après cette charte qui s'est mise en place, c'est que on a une transition écologique s'est engagée chez les producteurs, et on voit un pourcentage de cultures biologiques qui augmente, de haute qualité environnementale au niveau pratiquement tout le monde, et beaucoup de haies ont été plantées, travail sur la biodiversité, etc. Il y a vraiment un changement qui s'opère depuis 5-6 ans, la mise en place de la charte. Et donc, dans les espaces agri-urbains, par contre, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces espaces imbriqués entre l'agriculture et l'urbanisme, ben là, bien sûr, les modalités de l'agriculture sont interrogées. On ne va pas planter des vergers, même s'ils sont en bio,
au contact de l'urbain, parce que quand on traite avec certaines décoctions, certes à base de plantes, ben, c'est pas très confortable, si on est au contact de l'urbain. Donc ça interroge la cohabitation et ça interroge sur comment on gère ces espaces, quel type de culture on y réalise au regard de la biodiversité qui est nécessaire tant pour les espaces naturels que pour les cultures, mais aussi pour l'environnement naturel et vivant des établissements humains. Et bien évidemment, s'interroge les documents d'urbanisme qui, en Corrèze, n'étaient pas très avancés au regard de ce qu'on avait pu avoir, qu'on peut constater en Gironde. Donc, j'ai mis en dialogue ce terrain exploré en Corrèze avec mes terrains vécus. Donc moi, j'avais travaillé, quand j'étais à la DDE, sur 2 communes, Sissac-Médoc et Peugeard, où 30 ans d'analyse ont montré que le remembrement associé au document d'urbanisme, qui était le plan d'occupation des sols dans les années 90, avait permis à ces communes d'avoir un développement qui ménage beaucoup plus les espaces agricoles que dans les communes voisines. De la même manière, sur Bordeaux Métropole, l'appropriation de la démarche des territorialistes italiens qui, eux, abordent l'aménagement de l'espace par une approche de biorégion, ils parlent de biorégion urbaine, où ils considèrent que les établissements humains vivent en coévolution avec leur environnement naturel et vivant, et ils ne parlent pas de développement durable, ils parlent d'autosoutenabilité, et ils évoquent l'autogouvernance. Donc on est vraiment dans cette approche construction du projet territorial où les établissements humains vivent en coévolution avec leur environnement naturel et vivant. Donc dans le cadre du schéma de cohérence territoriale métropolitaine, cette approche a été intégrée avec parfois des difficultés parce que c'est pas évident de transposer une approche d'aménagement de l'espace. Et ensuite, de 2011 à 2018, on a eu une politique agricole qui s'est territorialisée au niveau de la métropole. Avant 2018, c'était pas entré dans les faits et ça a basculé en 2018. En 2017, la gouvernance alimentaire a été mise en place. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la gouvernance alimentaire, c'est ce qui permet justement d'agir sur la société. Alors pour Florac, ça a commencé en 2009 avec l'agenda 21, pour ensuite aboutir sur un projet de micro-ferme en 2018 et des projets agricoles en 2019, et puis 2020-2021, urbanisme résilient. Donc je reviendrai tout à l'heure sur ce processus qui s'est réalisé sur Florac. Donc, je n'ai pas présenté l'urbanisme, ce que c'était comme discipline. En fait, la recherche en urbanisme porte sur la science de l'action stratégique de l'aménagement de l'espace. Et en urbanisme, on ne peut pas faire de la recherche si elle ne s'appuie pas sur de l'approche dans l'action avec les acteurs. On n'est pas dans de la recherche fondamentale. Les savoirs se construisent avec les acteurs. Donc mon approche agri-urbaine que j'ai développée dans ma thèse a montré qu'il était essentiel d'avoir une planification conjointe, socio-économique et spatiale. Et pour ce faire, ça se réalise dans le projet local que l'on construit sur les territoires, dans un objectif d'autosoutenabilité ou d'éco-développement. Donc l'éco-développement, historiquement, c'était dans les années 70, porté par Ignace Isach à la conférence d'Oslo en 77, qui consistait à faire cette planification conjointe socio-économique et spatiale, mais en mettant l'économie au service du social, dans un objectif éthique et social, en intégrant bien évidemment l'environnement, où il fallait être précautionneux à l'égard de l'environnement. Donc c'est pas l'équilibre
non fractal entre le social, l'environnement et l'économique qui fait que on ne décide pas grand-chose, on est vraiment dans le consensus mou et on peut faire facilement du greenwashing dans ce cadre-là. Alors que quand on pose les bases de l'éco-développement ou de l'autosoutenabilité des territorialistes, on organise la controverse sur les territoires nécessaires pour construire des compromis. Alors dans ce processus, l'agriculture et l'alimentation relèvent de la planification socio-économique que l'on réalise dans le cadre du projet alimentaire territorial, issu des dernières lois. Et au niveau de l'espace et de l'agriculture, on pose des principes écologiques qui relèvent de ce qu'on a traduit dans un compromis entre les différents acteurs, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient habitants, techniciens, élus. Et ces principes permettent d'encadrer les activités humaines dans un écosystème plutôt résilient. Donc, pour que l'écosystème productif soit résilient, on n'imposera pas, par exemple, des espaces boisés, des haies, comme on le voit dans trop de documents d'urbanisme, ce qui ne correspond pas forcément à l'idéal pour la biodiversité, puisque personne d'ailleurs n'est capable de prédéfinir quel serait l'idéal. C'est plus en avançant avec les différents acteurs qu'on peut y parvenir. Et donc le principe dans cette démarche, c'est de voir avec les différents acteurs arriver à un compromis sur des principes admis par tout le monde. Et ces principes-là, ils seront traduits dans le projet local. Et on est vraiment dans cette approche apprentissage, innovation, expérimentation. Et à partir de là, après on le traduit dans un document d'urbanisme. Et ce document ne sert qu'à encadrer le projet local dans cette visée d'autosoutenabilité ou d'éco-développement. Et là, l'urbanisme est ramené à un rôle de régulation ou d'approche par la résilience sur les territoires. Résilience au sens d'analyser les phénomènes qui permettent de conduire à l'objectif d'autosoutenabilité, qui permettent de relever le défi climatique. Et donc, dans ce cadre-là, on posera des critères d'évaluation et on s'autorisera à réaliser les ajustements nécessaires pour ne pas s'éloigner de la trajectoire vers la ligne d'horizon qu'on s'est fixée. Donc on est vraiment dans un processus multi-acteurs, processus itératif. Donc importance du discours, par exemple dans mes enquêtes, quand je rencontrais les agriculteurs, quand on leur parlait de sol vivant et de biodiversité, tout de suite leurs yeux s'illuminaient, ils étaient passionnés. En revanche, dès qu'on employait le terme écologie, dès qu'on employait le terme culture biologique, ça les crispait. Et pourtant, ils étaient vraiment positionnés sur cette recherche de diminution des produits phytosanitaires pour que les cultures puissent fonctionner en harmonie avec l'écosystème. Donc ce qui est important, que je disais tout à l'heure, c'est de clarifier l'objectif cible de durabilité. Donc on repositionne l'économie au service des territoires et on parle d'éco-développement et d'autosoutenabilité. Ça, je l'ai testé à Florac avec les élus et les techniciens quand on a engagé la démarche d'urbanisme résilient et ça s'est avéré très opérant. Et ce qui est important, c'est de problématiser, objectiver dans le cadre de la controverse socio-technique pour que chaque acteur s'approprie les problèmes à gérer et que les acteurs se comprennent et puissent construire ensemble tout en étant dans la controverse. Il est indispensable d'avoir une mise en réseau, d'échanger des expériences, parce que dans mes enquêtes, j'ai vu que ceux qui avançaient sur ce terrain-là, c'est ceux qui échangeaient des expériences, et souvent avec des acteurs qui étaient éloignés. Maintenant, avec Internet, on s'aperçoit que les agriculteurs, ils ne travaillent pas forcément avec leurs voisins pour expérimenter, des fois ils travaillent avec les agriculteurs de l'autre bout de la France. Dans la commercialisation de leurs produits, il en est de même, ils travaillent avec des agriculteurs de différentes parties de la France pour commercialiser en commun. Il est important de mobiliser la recherche et
on voit bien que les acteurs agricoles, comme je vous l'indiquais, on a des proximités de similitudes qui se construisent plutôt que des proximités géographiques. Donc, pour en revenir à la microferme de Florac, le calendrier, j'évoquais tout à l'heure, ça s'est déclenché en 2014. À l'origine, c'était une ferme pédagogique, et puis mes travaux menés, puisque c'était à cette époque où j'ai démarré ma thèse, je travaillais avec Bordeaux Sciences Agro, le laboratoire Passage, et donc on a eu des opportunités pour travailler sur cette question agricole et mobiliser la recherche. Et ce qui fait que on a réalisé l'avancée de ce projet dans le cadre d'une démarche partenariale avec Bordeaux Sciences Agro. Et puis aussi, on a mobilisé des partenaires que sont Bordeaux Métropole, la SAFER, Terre de Liens, AgroBio Aquitaine, la Chambre d'agriculture. Et l'étude réalisée par les étudiants de Bordeaux Sciences Agro a permis pour eux d'expérimenter sur le terrain, d'aller interviewer des acteurs et d'étudier la faisabilité d'une micro-ferme sur une petite surface de l'ordre de 5000 m². Suite à cela, on a rédigé avec l'ensemble des acteurs, et en particulier la SAFER et la Chambre d'agriculture, un appel à manifestation d'intérêt qui a permis de mobiliser une trentaine de candidats, et à l'arrivée, nous avons eu 8 dossiers de déposés. Et on a retenu la candidature qui nous a paru la plus opportune par rapport au projet de la collectivité, et qui était le Conservatoire du goût porté par Rachel Laguerre, qui est un projet qui associait une démarche de recherche par rapport à la qualité gustative et nutritive des légumes, dans une perspective de développer de la semence paysanne sur des variétés qui ne sont pas des variétés que l'on connaît par ailleurs, en particulier les hybrides, qui font que les agriculteurs, ils ne peuvent pas conserver des graines des plantes qu'ils cultivent, ils sont obligés chaque année de racheter des graines aux semenciers industriels. Et donc cette ferme a été opérationnelle, cette micro-ferme, en 2019, et elle est toujours en activité et bien implantée sur le territoire, et a développé des liens, notamment sur la rive droite, pour développer de l'agriculture urbaine pour satisfaire les besoins de la restauration collective. Donc là, il y a eu tout un tas de programmes, on doit être à 2, ou même peut-être au 3e, programme en lien avec la recherche qui se met en place avec la mobilisation des financements dans le cadre du renouvellement urbain. Et je pense qu'à ce jour, j'ai pas le dernier résultat, mais c'est bien avancé. Et les surfaces agricoles progressent sur la rive droite. Il y a de l'éco-pâturage dans le parc des Coteaux aussi. Il n'y a pas que de la culture de légumes. Donc les premiers renseignements de la production, on a eu quand même en 2019 un équilibre financier grâce à un financement participatif qui avait bien fonctionné. En 2020, la deuxième année, il y avait 2,5 équivalents temps plein sur ces 5000 m². Mais en 2022, le Covid est passé par là, la micro-ferme a réduit au niveau du personnel, pour la simple et la bonne raison que pour la maraîchère, elle passait plus de temps à former le personnel qui après partait voler de ses propres ailes en créant une autre micro-ferme par ailleurs, ce qui peut se comprendre, et donc elle s'est recentrée plus sur recherche et développement de semences, et puis fourniture de légumes à des restaurateurs, et puis à des clients qui viennent acheter à la ferme. Donc je vous évoquais tout à l'heure en 2022 l'élargissement aux 4 communes du GIP-GPV, dans le cadre de la politique agricole et alimentaire de Bordeaux Métropole. Et on a bien, dans cette expérience, j'ai eu ça a alimenté ma thèse sur l'importance d'une démarche itérative, multi-acteurs, avec la mobilisation de l'enseignement et de la recherche, et que l'enseignement et la recherche a besoin de ce type d'expérimentation de terrain, ce type d'innovation, et le terrain a besoin d'être alimenté par la recherche pour enrichir ses réflexions et apporter de l'expertise.
Et sur la métropole, le fait que la politique agricole soit vraiment rentrée dans les faits en 2018, ben, on s'aperçoit que la réduction des espaces agricoles a sérieusement ralenti, notamment avec le dernier PLU, qui a été approuvé, je me souviens plus en quelle année, c'était juste avant que je parte, c'était 2020. Et donc, on voit bien que le levier agriculture, même en site urbain comme la métropole, est essentiel pour tous ces espaces qui sont imbriqués dans la ville. Et en particulier, le maraîchage est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais on a bien vu aussi que les copâturages avaient, au-delà d'une fonction environnementale, un rôle social intéressant sur la rive droite. Si on se projette sur les incendies de 2022, hein, qu'on reprend historiquement les photos aériennes sur le lieu-dit de la Notte à Salles, vous voyez que sur le La Notte, en 1950, vous avez beaucoup d'espaces agricoles autour du La Notte. 2012, ben, on n'a plus d'espace agricole, on n'a pratiquement que de la forêt, et qui est vraiment au contact de l'urbain qui s'est densifié. Alors moi, ce que j'ai proposé dans ma thèse, c'est dire, mais sur ce type d'espace, ben, on pourrait tout à fait reconstituer un espace tampon avec la forêt, parce que la règle du débroussaillement, on voit bien qu'elle n'est pas respectée, et puis on ne voit pas comment elle peut être vraiment respectée quand vous êtes propriétaire d'un pavillon et que votre limite à une dizaine de mètres de votre maison, c'est la parcelle du voisin qui n'entretient pas son bois. Vous devriez normalement débroussailler sur 150 mètres chez le voisin. Ça paraît très compliqué à mettre en œuvre et surtout à encadrer juridiquement. En revanche, si on faisait un véritable projet agri-urbain sur ces espaces-là, en se disant, bon, mais la forêt au contact de l'urbain, ben, ça pose un problème de sécurité. Ça pose un problème aussi au niveau de l'organisation de l'espace. Quand on reprend l'histoire des Landes, dans la forêt landaise, il y avait les rials, et les rials qui étaient une unité de vie où il y avait autour des habitations, ben, il y avait des parcelles agricoles. Et donc, on n'avait pas les habitations au contact direct de la forêt. Elles pouvaient être au milieu de la forêt, mais avec un espace tampon qui était agricole. Donc, la proposition, c'est de s'inspirer de cette approche historique pour reconstituer un projet agri-urbain autour des espaces urbains dans ces communes-là pour avoir cet espace tampon. Et on pourrait avoir des espaces tampons qui puissent être productifs. Par exemple, je cite un exemple, ce sont des terrains qui, dans les Landes en plus, la culture du pain contribue à appauvrir le sol, puisque ce sont des sols qui sont déjà pauvres, acides, et la culture du pain n'arrange pas la situation. Mais on pourrait tout à fait, sur ces espaces, par exemple, y cultiver du chanvre qui servirait à réaliser des matériaux de construction ou qui servirait pour le textile. Ça, c'est une piste, puisqu'il existe actuellement, qui a été construite en Gironde, des constructions avec des blocs de béton de chanvre où vous avez 20% de ciment et 80% de chenivotte de chanvre, c'est-à-dire la tige de chanvre broyée, matériau qui présente l'avantage d'être renouvelable à 100% et qui permet d'avoir des bâtiments sans isolation, c'est-à-dire que le bloc de chanvre de 30 cm d'épais permet de construire des bâtiments très performants sur le plan énergétique. Donc ça c'est une piste, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et l'avantage du chanvre, c'est que ça enrichit le sol et ça dépollue le sol s'ils sont pollués aussi. Donc voilà, on n'est pas à court de possibilités. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter là. Écoute, Voilà où je suis arrivé dans mes recherches. ok Gérard, merci beaucoup. C'est passionnant d'ailleurs ce que tu nous as fait partager là. Et ça effectivement ouvre quelques pistes pour tenter de répondre à des problèmes, des problématiques très actuelles. Aude, je ne sais pas si tu as envie de poser quelques questions à Gérard.
Sinon, moi, j'en poserai quelques-unes, mais si tu le souhaites, tu as la possibilité de le faire. Oui, bonsoir. Je suis très étonnée d'être la seule personne du Oui, oui. public. Non, non, il ne faut Bon, pas s'étonner, ça arrive. ah bon, mais pour des questions aussi importantes, Tout bon, à fait. sinon, je suis une béotienne, alors c'était un peu technique pour moi. Je ne suis pas tout à fait sur votre région, je suis en Charente. Mhm. Mais il se trouve que j'ai habité à Salles, donc ça m'a amusé de voir que c'était cité. Et cet été, avec les incendies, en souvenir de mon adolescence dans ce bourg, j'avais proposé d'héberger, mais bon, je suis un peu loin, je suis à 2h30 Oui. Voilà. Sinon, oui, c'était un peu technique pour moi, mais j'habite à la campagne, je m'intéresse à ce qui se passe au niveau, oui, de l'agriculture, parce que nous, on est dans une zone où il y a 2, 3 agro-industriels qui se sont accaparés les terres. Voilà, ça pose un problème, mais effectivement, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens autour de moi. Hein. Bon, moi, j'ai des sympathies avec les paysans, mais j'en ai pas tout à côté de moi. Et il faut que j'aille à 40 km pour en avoir, quoi. Voilà. Bon, sinon, oui, je ne peux pas dire trop grand-chose sur cette conférence qui était très intéressante, mais effectivement, je suis vraiment une béotienne, quoi. Bon. Si je comprends bien, il faudrait que je fasse un effort de vulgarisation. Mais non, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y en a qui ont l'art, qui sont vraiment très bons dans ce domaine-là. Je pense en particulier à Pierre-André Sellos, qui a écrit un ouvrage sur la vie des sols que je vous recommande, qui doit faire, je ne sais pas s'il fait 700 ou 900 pages, mais il Oula. vous fait, non, non, mais il vous fait faire des expériences dans votre cuisine avec des bouts de sol pour vous expliquer la vie du sol. C'est extraordinaire. Et c'est quelqu'un, c'est un brillantissime chercheur reconnu internationalement du Muséum national d'histoire naturelle. Et franchement, son écriture est d'une limpidité, un béotien comprend tout. C'est ça qui est super, moi je trouve. Et ça, bon, le problème quand on a été toute sa vie technicien et qu'on termine chercheur, on a du mal à sortir un peu de ce langage. En revanche, quand j'allais faire mes entretiens sur le terrain avec les agriculteurs, moi je suis moi-même fils d'agriculteur et c'est un monde que je connais très bien. Et dans l'échange, ben, on parlait le même langage. Et ça, je le voyais quand on les interrogeait sur leur métier, on sentait la passion. Il fallait surtout pas que j'emploie le mot écologie, culture biologique. En revanche, quand je leur parlais de l'écosystème, de la vie du sol, là, ils étaient passionnés. Et on voyait bien que si on arrive à parler un langage commun avec les urbains, eh bien, on peut construire ensemble, se comprendre, et l'agriculteur évoluer dans ses modes de culture, parce qu'il s'aperçoit bien que la course à l'agrandissement conduit à sa perte, que les produits phyto, ben, c'est pas efficace, parce que les cavoirs en Gironde, le traitement des vignes, ben, ils s'aperçoivent maintenant que ben, ça marche pas. Voilà. Et il y a des recherches de renommée internationale, en particulier Van der Ploeg aux Pays-Bas, qui a travaillé aux Pays-Bas et en Italie. Il a fait une analyse socio-économique du fonctionnement des différents types d'agriculture. Et l'agriculture qui fonctionne le mieux, c'est vraiment l'agriculture paysanne. L'agriculture entrepreneuriale, elle est vouée à disparaître parce qu'ils ne vont pas tenir le coup. Et après, survivront les agricultures industrielles, c'est-à-dire les grandes firmes. Voilà. Mais en revanche, dans les territoires, on s'aperçoit que, et moi je l'ai constaté dans ma recherche, les agriculteurs sont en recherche d'alternatives. Donc comment accroître son autonomie? Donc c'est l'autonomie par les intrants, mais c'est l'autonomie aussi en aval pour vendre ses produits.
comment ce type d'agriculture s'inscrit dans le territoire. Mais justement, ces agriculteurs travaillent avec le territoire, ce qui n'est pas le cas des firmes industrielles, ce qui n'est pas le cas de l'agriculture entrepreneuriale. Et aussi, au niveau... on voit une évolution des mentalités. Moi, j'ai vu complètement... il y a un agriculteur qui arrive à la retraite, c'est ses enfants qui reprennent, il me dit, mais on n'imagine pas notre période, on a tous à manger actuellement. On n'imagine pas que demain, tout peut s'effondrer. Et ça, on a du mal à le concevoir, et pourtant, c'est la réalité. Si on continue l'agriculture, avec la course à l'agrandissement, le recours toujours à la chimie, etc., demain, on n'aura plus de quoi manger. Il y a des agriculteurs qui prennent conscience de ça. Et moi, j'ai vu l'ancien président de l'AOP Pommes du Limousin, qui était quelqu'un qui refusait catégoriquement de discuter avec l'association de riverains. Quand je l'ai interviewé, je l'ai fait par téléphone, lui, parce que je n'étais pas sur place et on n'avait pas pu se croiser sur place. 2 entretiens téléphoniques, j'ai eu. Un type passionné et qui avait cheminé et qui maintenant n'aurait pas du tout tenu le même discours avec les riverains. Et c'est là qu'on voit, quand je parlais de controverses socio-techniques et de nécessité de faire se comprendre les acteurs, de les faire dialoguer, même s'ils ne sont pas d'accord. Puis même s'ils ne seront pas d'accord dans quelques années, le problème n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est confronter et que chacun chemine et que chacun puisse ne se sente pas piégé dans un consensus mou où il perd son identité. C'est important ce cheminement, c'est important cette confrontation. Et puis je pense que les travaux de Calon, Lascaux et Barthes le démontrent. C'est eux qui parlent de controverses socio-techniques. Et comme sur la démocratie, on parle de démocratie dialogique pour enrichir la démocratie représentative, pour que il faut qu'il y ait une représentation, mais il faut que les habitants, les assos, les différents acteurs puissent s'exprimer, puissent se confronter. Et les décideurs, ce qu'on vit actuellement, c'est dramatique, parce qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Et on fracture la société les uns contre les autres, et donc on ne construit pas. Le défi climatique nous impose justement cette controverse pour rechercher des solutions. Parce que les solutions, toutes prêtes, elles n'existent pas. Si vous croisez quelqu'un qui vous explique ce que c'est la biodiversité, partez en courant. Parce que la biodiversité idéale, ça n'existe pas, personne ne sait. Et c'est en expérimentant, par l'expérience, qu'on va voir qu'est-ce qui permet de mieux équilibrer l'écosystème pour qu'il permette de nous nourrir, pour que la faune et la flore puissent bien vivre, etc., quoi. Et donc, développer la ville, ben, il faut se préoccuper de ces questions-là. Donc, il y a des questions alimentaires, des questions environnementales, la qualité de l'air. Et puis, la ville, c'est pas du béton. La ville, il faut qu'il y ait de la faune, de la flore. C'est pour des herbes folles sur un trottoir, c'est pas un drame. Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à se promener dans Bordeaux, on le voit bien, ça commence à venir. Mais culturellement, on a du mal. L'homme n'est pas fait pour vivre dans un milieu aseptisé. On est fait pour vivre en relation avec la nature. Hein. Nous, on est une particule infinitésimale dans l'univers. On est peu de choses. Il ne faut pas croire que l'homme peut surpasser la nature, c'est faux. Mais je pense qu'il faut qu'on ait ce type de relation simple, et je vous rejoins, il ne faut pas... c'est vrai que j'étais peut-être un peu techno pour pouvoir aller à l'essentiel, mais moi par exemple je me suis appuyé sur des travaux de Michel Salmona, psychosociologue du travail, et qui a suivi le monde agricole pendant 40 années de sa carrière, et qui a analysé justement les souffrances paysannes et comment ils se sont organisés, qu'ils ont résisté face à la modernisation qui a broyé le monde agricole. Quand on regarde ce qui s'est passé, moi je sais que je l'ai analysé sur la Corrèze, à partir des statistiques, des rencontres d'acteurs, etc. Et la Corrèze était un département où il y avait quand même un monde agricole assez solidaire, et qui a relativement bien résisté face à la modernisation quand on regarde ce qui s'est passé, notamment par rapport à la gestion du foncier.
Il y a une histoire, c'est pas par hasard que ça a été un territoire de résistance pendant la guerre. Enfin, il y a toute cette histoire là-bas qui est très marquante. Ce qui n'est pas le cas, nous en Gironde, au niveau de l'agriculture. On ne vit pas cette situation, pas du tout. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre en dialogue ces territoires. Ça a permis de pouvoir comparer différents types d'agriculture. Et puis j'ai mis en relation aussi avec d'autres régions, notamment la région de Grenoble et la région de Rennes, qui avaient pas mal travaillé sur ces questions-là. Voilà. Écoute, c'est passionnant, Gérard. D'abord, c'est passionnant ce que tu nous as fait partager. Mais même, moi aussi, je suis comme toi, fils de viticulteur. Donc, mes origines paysannes, je les ai toujours et je les conserve. Et c'est étonnant le fait que tu nous parles d'une expérience agricole à l'intérieur d'une ville comme celle de Florac. Tu nous parlais de micro-ferme. Ça me fait rigoler parce que la ferme, l'exploitation familiale de mes parents, elle comptait 5 hectares, hein, comme cette micro-ferme à Florac. Non, c'est 5000 m² la micro-ferme. 5000 m², mais ça fait 5... Ah non, ça fait 5 hectares. Hein. Non, ça fait 0,5 hectares. 0,5, oh pardon, autant pour moi alors. J'ai perdu mes méthodes de calcul. Non, mais c'est encore plus intéressant parce que une exploitation viticole qui vit avec 5 hectares, c'est quelque chose c'est un modèle qui existait et qui, à mon avis, continue d'exister, à condition non pas qu'il se soit mécanisé ou autre, mais qu'il se soit adapté, je dirais, dans les méthodes de valorisation de leur production de vin, notamment le passage à la bouteille, etc. Mais je ne rentre pas dans les détails. Simplement, oui, c'est intéressant ce que tu évoques parce que j'ai vu que tu arrivais à faire vivre, c'est pas toi, mais l'expérience permettait à deux personnes et demie de vivre sur cette micro-ferme, sur une exploitation évidemment de 0,5 hectares, ce qui est assez extraordinaire. Quand on connaît, je dirais, ce que ça représente d'un point de vue économique, et donc les sources que ça peut donner pour justement réintroduire dans les villes, parce que c'est aussi une question. Alors là, tu parles d'espace, de gestion des espaces qui existent déjà. La question, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des villes, les espaces disponibles pour réactiver une démarche agricole éventuelle à l'intérieur de la ville, c'est un petit peu compliqué. Alors, je sais qu'il y a des travaux, je sais qu'il y a des expériences, y compris, qui sont en train de naître en utilisant, y compris des surfaces improbables sur les tours d'immeubles, ou des choses comme ça. Mais quels sont les éléments que tu as à nous faire partager là-dessus? Sur la métropole, je pense que sur du sol, de la terre, on était, je pense, à 16 ou 17 projets agricoles du type de celui de Florac ou plus grand. Bon, tu as le parc des Jalles, où il y a plusieurs projets agricoles. Et puis il y en a dans toute la périphérie. Et le schéma de cohérence territoriale a prévu autour de la métropole, en deuxième couronne, tout un tas d'espaces agricoles où on a engagé tout un tas d'études pour améliorer la connaissance du sol. Donc, que ce soit au niveau... On s'est aperçu que au fil des décennies, voire des siècles, on avait perdu le circuit de l'eau. D'accord. Par la gestion moderne, l'eau, on ne la voyait plus. Donc, ils ont fait appel à des études de sol, des études historiques, qu'on appelle l'approche archéogéographique, et qui ont permis de remettre à jour le circuit de l'eau sur des territoires où on pensait qu'il n'y avait plus d'eau. Voilà. Et donc cette connaissance du sol au niveau de la qualité des sols pour la culture, au niveau de la présence ou non de l'eau, c'est une connaissance qui permet d'être au service après des agriculteurs et des collectivités pour développer des espaces agricoles imbriqués dans l'urbain et protéger ces sols de l'urbanisation, par exemple. Et on voit bien qu'on est beaucoup plus efficace quand on a un projet agricole et un projet urbain associé, parce que
ce que j'ai montré en Corrèze, on s'aperçoit que si on n'a que des projets urbains, et on fait un document d'urbanisme, et au contact de l'urbain, naturellement, l'agriculture, si elle n'est pas associée dans la démarche avec un véritable projet agricole de territoire, et bien les acteurs, qu'est-ce qu'ils font? Bien, on fait de la spéculation parce que la valeur du terrain entre agricole et urbain, ça peut aller de 1 à 30. Parfait. Donc le choix est vite fait pour le propriétaire foncier. Là, je n'ai pas évoqué, mais dans ma recherche, les remembrements, il y a des expériences de remembrement où les agriculteurs se couchaient devant les bulles pour pas que le remembrement se fasse. Ça a été le cas à Saint-Viance, à côté de Brive. Mais ça a laissé des traces, ça, parce que toutes les exploitations agricoles, pratiquement, elles ont explosé. Et les descendants division foncière n'attendent qu'une chose, vendre à bâtir. Alors que Saint-Viance, par exemple, c'était une vallée maraîchère. Brive, le secteur de Brive, entre Brive et Obja, alimentait le marché de Rangueil. À Paris. C'est Rungis. Oui, Rungis, pardon. Voilà. Donc, les petits pois d'Obja, enfin, tout ça. Et en plus, c'était des plateaux, c'était des cultures en terrasse exposées sud. Et naturellement, il y avait de l'eau partout. Mais par contre, on ne peut pas y aller avec des grosses machines. Voilà. Il y a une expérience, il s'est trouvé que dans le cadre de mes entretiens, j'ai rencontré le maire à côté de Tulle, une commune, je ne me rappelle plus la commune, qui était président national du MODEF. Bon, si je te parle du président national du MODEF, son nom va te revenir, mais moi aussi. Et quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué ce qui s'était passé à la coopérative légumière Ucofel à Saint-Viance avec Blédina. Donc quand j'ai eu une réunion de présentation de ma démarche à la communauté d'Aglo, ils avaient fait une thématique agriculture et on est venu à parler de Blédina. Il y avait des représentants de la Chambre d'agriculture, des élus. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah mais Blédina, le problème c'est que les agriculteurs, Blédina a dit du jour au lendemain, je ne fais plus appel aux légumes produits en Corrèze. Ils sont bons aux légumes mais ça ne me va pas. Voilà. Mais le fin mot de l'histoire, je l'ai eu par justement le maire je ne me rappelle plus, l'ancien président du MODEF, qui s'est trouvé dirigeant de la coopérative. Puisqu'un jour il est allé les voir, il dit moi j'ai des terres avec de l'eau, je propose de les mettre à disposition pour la coopérative pour cultiver des légumes. On lui a dit pas de problème, et t'as qu'à rentrer au bureau de la coopérative avec nous. Et en réunion, quand ça commençait à aller mal, parce que ce qui s'est passé, c'est que Blédina a demandé aux agriculteurs de surgeler leurs produits pour lui assurer une alimentation continue de ces chaînes de production, et Blédina, c'est l'alimentation pour les bébés, donc on rigole pas là, avec le sanitaire. Et donc les agriculteurs, ils sont allés, sauf que la coopérative n'était pas structurée, ils n'ont pas recruté de compétences, donc problème de travail sectoriel étroit, qui ne s'est pas ouvert sur les partenaires qu'il aurait fallu mobiliser pour s'organiser et construire un véritable partenariat avec Blédina. Bon, effectivement, il y a une relation asymétrique avec Blédina, parce qu'eux, ils sont structurés, c'est une grosse boîte, etc. Et quand M. Mouza, quand il leur a proposé, dit, mais il faut qu'on aille voir les élus pour qu'avec eux on construise. Mais non, les élus, ils n'y connaissent rien, l'agriculture, on ne va pas aller les voir. Nous, on ne connaît que le ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculteur. Voilà. Au niveau local, les élus, ils n'y connaissent rien à l'agriculture. Voilà, voilà le discours. Et alors lui, avec un autre collègue, ils sont allés voir Blédina à la direction, mais c'était trop tard. Alors la direction de Blédina dit, ouais, vous avez raison, mais c'est trop tard, maintenant on a fait le choix. Donc s'ils avaient travaillé en partenariat auparavant, la relation avec Blédina aurait été totalement différente, et si ça se trouve, la coopérative existerait toujours. Parce qu'eux, ils avaient surgelé, ils avaient loué des équipements de surgélation à je ne sais pas combien de kilomètres, enfin ils ont eu un problème en plus de conservation de produits, enfin, on rigole pas avec l'alimentation pour les bébés, donc Blédina a dit halte là, et moi je peux plus quoi.
Et ça s'est passé comme ça. Donc on voit bien que chaque fois que quand on est dans une approche sectorielle comme ça, et que les gens refusent de s'ouvrir sur d'autres acteurs qu'ils considèrent ne pas connaître leur métier d'agriculteur, c'est pas une question de connaître ou pas connaître, c'est mobiliser les compétences autres que celles de cultiver, quoi. C'est simplement ça, quoi. Et être en dialogue avec. Voilà. Et puis je pourrais citer d'autres exemples de la même manière que j'ai relevé dans le cadre de mes enquêtes, qui montrent que chaque fois que le monde agricole est ouvert sur la société, mais ça fonctionne. Et pareil pour les associations de riverains, chaque fois qu'ils prennent le temps d'écouter les agriculteurs, les problèmes auxquels ils sont confrontés, et quand le dialogue s'instaure, chacun chemine et on construit ensemble. Et le conflit de la pomiculture a vraiment été révélateur du fait qu'il soit indispensable de confronter les points de vue. Le conflit, à des moments, mais c'est normal, il faut qu'il ait lieu. C'est pas un drame. Hein, ça permet de. Généralement, c'est Michel Calon qui dit la controverse élargit le champ des possibles. Et moi, je partage complètement, et mes enquêtes l'ont confirmé sur le terrain. Mais c'est parce qu'on vit actuellement dans la société, et en particulier au Parlement. C'est ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais oui, on est passé dans une société où on a, mais c'est dans tous les domaines, hein, les grands technocrates, ils pensent savoir et c'est eux qui décident, les autres n'ont pas droit au chapitre. C'est dramatique. C'est dramatique parce que on est dans cette Pierre Morin qui avait théorisé sur la complexité et effectivement on est au cœur. Hein, et franchement, personne ne peut avoir la solution seul, c'est impossible. Alors après, si on réintroduit les objectifs des uns et des autres, et notamment alors pour ce qui concerne la gestion des territoires, les choix sont normalement extraits, je dirais, des logiques capitalistes, mais si tu réintroduis quand même des logiques d'intérêt privé au travers de ce que nous vivons, on s'aperçoit que là, on a un problème aussi de culture. C'est-à-dire si toi, dans le cadre d'un projet de coopération et dans le cadre d'un projet de développement solidaire, ça fonctionne. Dans le cadre d'intérêts, je dirais, presque antagoniques, la question, c'est à un moment donné, je pense que les pistes que tu as ouvertes peuvent nous aider à cheminer et à avancer, hein, il y a sans état d'âme. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'on est face aussi à, comment dire, l'expérience quand même de ces 50 ou 100 dernières années, la mécanisation de l'agriculture a permis de multiplier les capacités de production agricole de telle manière qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer que l'on peut produire autant, mais d'une autre manière, qui fasse intervenir beaucoup plus l'être humain, qui parte mieux de ses besoins. Enfin, moi, il me semble quand même que ce sont des questions qui ont une actualité extraordinaire aujourd'hui, et je pense que la piste que tu ouvres justement sur confrontation, controverse et recherche d'un compromis est une bonne piste. Ça a été toute la logique de la lutte des classes qui a aussi quand même, sur le plan social, fait progresser beaucoup de choses. Alors, sur cet aspect-là, la controverse est nécessaire, mais après, je pense qu'il faut avoir conscience que dans le système néolibéral dominant à l'échelle planétaire, où on peut dire que on est dans un... La corruption est devenue systémique à l'échelle planétaire. On a dépassé le stade du lobbying. Quand on voit ce qui se passe dans les différents gouvernements, les différentes multinationales, etc. Et les travaux de Rastouin et Jersey, notamment sur le système alimentaire mondialisé, démontrent que le système échappe à tout contrôle maintenant. Et il est impossible de réorienter le système. Ce qu'il faut, c'est en construire un autre à côté. Et donc, les circuits courts sont une démarche de construction de notre système à côté. François Julien, le philosophe, lui, propose de décoïncider, c'est-à-dire faire le pas de côté pour regarder comment le système néolibéral fonctionne
et puis regarder où sont les failles et les fissures et y mettre un coin pour les ouvrir et enrayer le système pour l'amener à changer. Mais dénoncer, essayer de créer des rapports de force à l'intérieur du système semble peine perdue. Parce que tout ça, quand on regarde avec une approche systémique, le système, maintenant, il est à une échelle mondialisée et on n'a plus le contrôle au niveau du territoire. Donc, moi je me rappelle, alors je ne sais pas si tu y étais, toi, il y avait eu un débat à l'occasion de la crise grecque à Bordeaux qui avait été organisé par le Parti communiste, et j'y avais été, et il y avait une députée européenne qui était venue, une jeune, je ne sais plus comment elle s'appelait, et j'avais fait un grand flop à l'époque. Je leur avais dit, mais le système de consommation que l'on vit actuellement, si nous on se dit consommateur, on consomme différemment, on va assécher un petit peu le système, là, ils vont faire moins de business. C'est peut-être une piste, peut-être de voir comment le circuit court en est un des leviers. Hein. Le projet alimentaire territorial, comme politique publique, si on s'en saisit sur les territoires avec l'ensemble des acteurs, ben, on peut produire des choses super intéressantes. Et il y a des territoires qui ont produit des projets de territoire très intéressants avec l'ensemble des acteurs. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les agriculteurs biologiques, ils sont structurés. Aux mines à Bordeaux, il y a une plateforme pour l'agriculture biologique. Et on les retrouve depuis cette plateforme avec des revendeurs sur les marchés, etc. Ou des agriculteurs qui vendent directement. Et pas que leurs produits. Et on s'aperçoit que la structure traditionnelle, bourrée de phyto, ils ne sont pas du tout structurés. Ils sont aux mains de l'agroalimentaire. Donc on voit bien que dans la société, il se construit des alternatives. Et on a un autre phénomène aussi, c'est que dans le monde agricole, les nouveaux agriculteurs, majoritairement, ils ne sont plus descendants d'agriculteurs. Et on voit de plus en plus de jeunes diplômés qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font comme cadre dans les entreprises et qui vont s'installer dans les territoires. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment des émissions comme, comment ça s'appelle, Échappée Belle ou autre. L'autre jour, c'était sur les îles en Bretagne. C'était que des publics de ce type qui étaient revenus sur les îles et qui n'étaient pas agriculteurs, qui n'avaient pas fait d'études d'agriculture à l'origine, quoi. Et on voit ça aussi dans les commerces, dans le service, enfin dans plein d'autres métiers, quoi, où les gens recherchent du sens de la construction de partenariats, de coopération, etc. Ils sont dans une toute autre démarche, quoi. Et d'ailleurs, il y a des économistes qui disent, actuellement, on a une convention dominante qui ne s'appuie, d'ailleurs, Arribé doit en faire partie, sur aucune donnée scientifique, parce que sciences économiques, non, il faut parler de sciences d'économie politique, mais pas de sciences économiques. Il y a une convention dominante basée sur la compétition et la concurrence. Si demain, rien ne dit que demain, il ne puisse pas y avoir une convention dominante basée sur la coopération, l'échange, etc. Voilà. Mais comment ce basculement peut s'opérer? Je n'en sais rien. Mais il y a des indices quand même sur les territoires qui montrent que c'est possible. Et l'expérimentation. Pardon? Non, je disais, l'expérimentation est une voie justement pour chercher et construire des alternatives. Et je trouve intéressante, quand tu as évoqué le terme de recherche-action, c'est quelque chose qui vient beaucoup du Canada, hein, entre autres. Et moi, il y a 30 ans ou 40 ans, dans le domaine de la santé, si tu veux, ils expérimentaient un petit peu cette démarche et je la trouve très productrice, en tout cas, pour l'avenir. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Non, tu ne m'as pas coupé. Je pense que, bon, nous en urbanisme, c'est Jean Marieux qui disait si en urbanisme on ne fait pas, on ne sait pas. Il faut expérimenter. Et je rejoins ce que disait Aude tout à l'heure. Effectivement, après, on passe dans un langage un peu techno et on ne se comprend pas avec les habitants. Ce qu'il faut, c'est faire avec eux. C'est pour ça qu'on a des expériences de projets urbains que l'on fait avec les habitants, on expérimente, etc. Et ça produit des résultats fort intéressants. Et
pour en revenir à l'agriculture, quand on regarde, je parlais de Van der Ploeg tout à l'heure, le scientifique néerlandais, il a fait bilan comptable à l'appui, parce que lui, il a analysé les bilans comptables des différentes formes d'exploitation. D'accord. Et l'agriculture qui progresse, qui améliore son résultat, c'est l'agriculture paysanne. Et quand le discours dominant agricole indique heureusement qu'on a eu les engrais, la mécanisation, etc. pour nourrir la planète, mais c'est entièrement faux. 80% de la population de cette planète est nourrie par l'agriculture paysanne. À un moment donné, l'agriculture sert à fabriquer, à produire du hors-sol, de l'aliment pour les élevages industriels. Voilà comment est structurée l'agriculture. Mais en aucun cas, on est dans une agriculture pour de l'autosuffisance territoriale. Et quand je parle d'autosuffisance, ça ne veut pas dire qu'on produit tout à proximité. Sur place. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y a des échanges nécessaires, des cultures qui ont besoin de certains autres sols, climats, etc. Mais on essaie d'être dans l'équilibre des échanges et dans l'économie ou la préservation de l'écosystème pour qu'il demeure productif, voire il renforce sa productivité, mais de manière naturelle. Et ça, c'est possible. Parce que des expériences montrent, si on regarde l'association Terre Vivante, il y a tout un tas de réseaux qui existent au niveau recherche en matière agricole, et on voit bien que tous ceux qui travaillent sur l'écosystème, photosynthèse, etc., pour rendre cet écosystème productif, ben, on s'aperçoit que naturellement, on y arrive. Il y a un film extraordinaire, un reportage qui s'est passé, qui a été, alors je pense que c'était, comment il s'appelle, Cyril Dion, qui l'avait produit. C'est en Californie, une expérimentation de ferme, ils sont arrivés, c'était presque le désert. Et autour, c'est catastrophique. Ils ont reconstitué l'écosystème sur 7 à 8 ans. Et c'est extraordinaire. Parce qu'ils se sont trouvés les cultures qui étaient mangées, un coup par les rats aux pieds, un coup alors c'est pas des renards, je sais pas ce que c'est, bestioles qui venaient manger les volailles. Après il y avait des escargots qui mangeaient les fruitiers. Enfin, ils n'arrivaient pas à équilibrer. Ils n'avaient pas le bon prédateur, il n'y avait pas l'équilibre avec le prédateur. Enfin, et sur 7-8 ans, ils ont réussi à tout équilibrer. Et ils ont réussi à avoir une nature luxuriante, une production extraordinaire, ouais, sur une période de 7 à 8 ans. Mais il a fallu être très persévérant et avec de la mobilisation d'expertise. Ils ont eu cette chance de pouvoir le faire. Et on peut suivre l'évolution de cette ferme encore sur Internet. Et sur leur site, on a l'évolution. Et c'est là qu'on voit que la nature est super bien faite, quoi. Et par rapport aux pollutions qu'on évoque, il y a eu une conférence à Bordeaux qui était organisée, je ne sais pas si c'était Bordeaux-Montaigne, peut-être avec Bordeaux-Montaigne ou l'Université de Bordeaux, par rapport à la qualité des eaux. Et ils expliquaient que l'estuaire, alors qu'il débouche à Anvers, je ne sais plus quel est ce fleuve en Belgique, il était complètement mort. Il n'y avait plus de faune et de flore. Ils ont mis en place une politique très volontariste pour redonner vie à ce cours d'eau. Et en quelques années, la faune et la flore sont revenues. Donc, ce qui veut dire que la nature, elle est hyper résiliente. Et ça, on le sous-estime. Et nous, les êtres humains, si on n'a pas de nature autour de nous, on n'est pas en bonne santé. Ah non, mais ça, et puis là, scientifiquement, c'est prouvé. La ville, il y a eu des tentatives les cités-jardins, etc., d'avoir cette conciliation nature et ville. Alors, je ne sais pas si ça part à Aude. Si, quand même, parce que moi, j'ai fait le choix de venir vivre à la campagne en 75. Alors, ça me parle. Oui. Alors, est-ce que je peux, parce que je vais être obligée
vous laisser. Est-ce que je peux vous demander le nom du psychosociologue et le bouquin, même si je ne garantis pas de m'attaquer à 700 pages, mais bon, au moins, comme je connais quand même des paysans, des producteurs bio, etc., c'est bien aussi de leur transmettre des infos, quoi. Alors, la psychosociologue qui a suivi le monde paysan, c'est Michel Salmona qui nous a quittés, je crois, en 2019. Ah. Ouais. Et son ouvrage, je me souviens plus. Donc c'est Michel Salmona. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver, vous allez retrouver ce qu'elle a publié. C'est peut-être résistant ce paysan. Ou je confonds avec une autre chercheuse de Normandie qui a, c'est pareil, qui a étudié notamment la naissance des CIVAM, hein, et en particulier le réseau d'agriculteurs, comment il s'appelle ce réseau, qui est parti de Bretagne, à l'époque avec notamment Michel Pochon, qui avait développé la culture du trèfle face aux élevages industriels pour le bétail. Donc, la rotation de culture avec mise en prairie des champs avec du trèfle, etc. Et ça, en lien avec l'INRA et la recherche agricole. Alors après, au niveau des sols, c'est Pierre-André Sellos, SE, LO2SE, donc du Muséum national d'histoire naturelle. Donc il y a cet ouvrage très complet, que d'ailleurs j'ai pas fini de lire, je dois être aux 3/4, mais on le lit par morceaux quand on veut, comme on veut. C'est vraiment bien construit. Et vous avez à chaque chapitre l'intro qui vous cite de quoi il va parler, et conclusion, quels enseignements tirer du chapitre. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, on peut le lire en diagonale, et puis revenir et le lire dans le désordre, c'est pas un souci. Mais il a fait une bande dessinée, je crois, aussi, pour vulgariser. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, j'ai pas le nom de l'ouvrage. Je sais qu'il y a un ouvrage de vulgarisation avec un dessinateur de bande dessinée qui l'a fait. Mais c'est vrai que quand on lit comment le sol se constitue, que ce soit, alors c'est sur du temps long des fois, des fois c'est des millénaires pour certains effets, les réactions chimiques, la vie dans le sol, tous les micro-organismes, etc., quand il explique tout ça, mais c'est expliqué de manière... on ne peut pas ne pas comprendre. C'est vraiment extraordinaire d'être aussi brillant en tant que chercheur et aussi brillant pour vulgariser. C'est rare, c'est extrêmement rare. Bon, je vous remercie et je vous dis bonne soirée à tous les deux. Merci Aude. Et je trouve que cette soirée est un beau préambule, je dirais, aux travaux qu'on va développer la semaine prochaine, puisque l'idée c'est sortir du capitalisme, nécessité et possibilité. Je trouve que d'une certaine manière, Gérard, tu as ouvert un certain nombre de possibles, à la fois dans les pratiques humaines et sociales, et aussi sur le terrain, rapport ville-nature, ville-campagne. Ça me semble tout à fait prometteur. Et je pense que ça vaudra le coup qu'on poursuive, avec un peu plus nombreux, j'espère, hein, dans une autre initiative, à partir déjà de ce que tu nous as ouvert comme piste de réflexion. Merci Gérard, en tout cas, pour ta participation. Dommage qu'il n'y ait pas eu un public plus large, mais je vais quand même m'arranger avec la petite chaîne d'Espace Marx pour que tes réflexions et tes travaux soient partagés. Alors moi j'avais prévu d'écrire un ouvrage de vulgarisation, justement pour répondre à ce problème, parce que ce sont des sujets qui sont trop souvent traités de manière trop techno. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui est un peu mon cas, mais je ne suis pas le seul. Parce que c'est l'exercice de la vulgarisation, c'est un exercice qui prend beaucoup de temps. Et alors une fois après qu'on l'a pratiqué, ça va. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué et que j'ai travaillé. Et j'éprouve le besoin de le faire parce que je pense qu'on a besoin de partager. C'est essentiel dans notre société. Et actuellement, je suis branché sur l'éco-construction. Parce que je suis dans un projet de construction en Corrèze, parce que je vais quitter la Gironde.
Et j'espère contribuer à développer un réseau avec les matériaux biosourcés et des nouveaux savoir-faire. Je parlais tout à l'heure du chanvre, ça en fait partie. Mais il y a d'autres matériaux aussi, mais parce qu'on ne peut plus continuer à construire comme on le fait, quoi. Tout à fait. Faut décarboner la construction, quoi. Et puis surtout, faire des constructions qui n'aient pas besoin d'énergie pour le chauffage, qui l'été soient fraîches. Les dernières constructions qu'on a faites, déjà, ils ont 34 dans leur maison l'été, c'est catastrophique, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Écoute, moi, enfin, ça montre aussi, là, ce que tu nous as un petit peu fait partager, l'importance du rapport entre le monde de la recherche, le monde des scientifiques et le monde des acteurs concrets, hein, qu'ils soient des salariés, des citoyens ou des acteurs producteurs. Je trouve que c'est tout à fait positif tout ça. Donc, je te remercie beaucoup hein, pour Mais avoir de passé un peu rien. de temps avec nous. Non, Et de puis, je rien, te moi je dis, trouve. même si tu pars en Corrèze, on te regrettera en Gironde, mais en tout cas, avec Internet, on aura certainement la possibilité peut-être de voir où tu en es, de ton livre peut-être, et Ça puis des c'était prévu, travaux mais que pour l'instant, tu... je ne l'ai pas posé encore. Ah ben, non, mais tu réfléchis, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Bien, ben, écoute, merci beaucoup. Au revoir. Mais de rien. J'arrête l'enregistrement.